Bonjour à toutes et à tous, Franck Roux de la FSU Emploi Occitanie. Alors nous vous recevons ce jour pour vous animer une réunion d'information sur le statut public, tout savoir sur mon statut, dans lequel nous verrons un sommaire composé du temps partiel, d'Euroquartz, des congés, le CET, la journée de solidarité, le fractionnement, le bulletin de salaire, les perspectives et les propositions de la FSU par rapport au statut public. Je vais laisser dans un premier temps la parole à Mouna, qui interviendra sur les premières parties aux aspects du temps partiel. Donc, merci Franck. Mouna Rohou, déléguée syndicale pour la FSU Emploi Occitanie. Donc, moi, je vais vous présenter le temps partiel pour les agents de droit public. Donc, le temps partiel, il est accordé de plein droit, soit après une naissance ou une adoption, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou pour s'occuper d'un proche malade. Donc, la réduction du temps de travail, elle varie entre 50 et 90%, avec des modalités de répartition qui sont flexibles et qui incluent la possibilité d'un temps partiel annualisé qui est réparti sur 12 mois. Donc la demande doit être soumise 2 mois avant la période souhaitée, donc pour le temps partiel, sauf pour les temps partiels de droit. Donc l'agent doit préciser à quotité la répartition de son temps de travail et le motif de la demande. Donc concernant le temps partiel annualisé, il implique un calendrier précis sur 12 mois qui inclut les périodes de congé et les horaires de travail. Donc ce calendrier, en fait, c'est un tableur Excel que l'agent remplit avec son responsable d'équipe. Le traitement des demandes de travail à temps partiel suit plusieurs étapes. Donc, quand le temps partiel est accordé, donc l'autorisation est accordée pour 6 mois à un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pendant 3 ans. Donc, après cette période de 3 ans, l'agent fait une nouvelle demande. Donc, pour le temps partiel annualisé, la décision, elle se fait après vérification des conditions administratives et des horaires de travail. Donc, en cas de refus, donc les demandes de temps partiel de droit ne peuvent être refusées que dans certains cas, ne peuvent pas être refusées, dans certains cas, donc en cas de naissance, en cas d'adoption, de handicap, de soins familiaux. Donc, pour les autres demandes, un refus peut être motivé par les nécessités de service. Et en cas de refus, un entretien préalable peut être organisé et la décision doit être notifiée, justifiée et motivée. Donc, l'agent peut contester ce refus en saisissant la CCPLU. Donc, la reprise du temps partiel après un retour à temps plein. Donc, un agent peut demander un nouveau temps partiel après avoir repris à temps plein, sans condition de durée de réemploi. Donc, concernant les modifications et interruptions, si un agent souhaite modifier ses conditions de travail ou revenir à un temps plein avant la fin de la période de son temps partiel, il doit faire la demande 2 mois à l'avance. Donc, en cas de circonstances graves, la réintégration peut se faire immédiatement. Donc, la modification des conditions de temps partiel annualisé est possible dans des cas exceptionnels avec un préavis de 1 mois. Donc, la fin du temps partiel de droit. Donc, si les conditions du temps partiel ne sont plus remplies, il peut être arrêté après que l'agent ait présenté ses observations. La décision est notifiée par lettre recommandée. La formation à l'initiative de l'établissement. Donc, en cas de formation, l'agent est réintégré à temps plein pendant la formation, sauf pour le temps partiel annualisé qui continue à s'appliquer. Donc, si la formation modifie la durée de temps hebdomadaire, le traitement est ajusté en conséquence et en rétablissant le plein traitement si nécessaire. Alors, le congé pour raison de santé. Donc, l'agent à temps partiel en congé maladie peut bénéficier d'un maintien de traitement, plein ou en demi-traitement, basé sur la rémunération à temps partiel. Donc, si l'agent ne renouvelle pas son temps partiel, il retourne à temps plein. Les congés de maternité, paternité, adoption suspendent le temps partiel et rétablissent les droits à temps plein. Donc, concernant la retraite, donc les périodes de travail à temps partiel sont comptabilisées pour la totalité des droits à la retraite, mais la liquidation se fait à un taux promotionnel, donc 90%, 80%, 60%, etc. Donc le congé annuel et les absences. Les droits à congé annuel des agents à temps partiel sont calculés proportionnellement au temps de travail. Donc si l'agent réduit ses jours ou heures, le calcul est ajusté en fonction de sa présence réelle.
Donc les agents à temps partiel annualisés suivent un calendrier précis pour leurs congés. Les congés non utilisés peuvent être reportés ou convertis en équivalent temps plein si l'agent revient à un temps plein. Alors là, on va voir le temps partiel et la rémunération. Donc la règle de calcul, la rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de la durée effective de service pour les quotités de 50, 60 ou 70%, sauf pour les agents dont le temps partiel est de 80 ou 90%, qui sont surrémunérés respectivement à 6/7, donc c'est 85,7%, la rémunération pour un compte 80%, et à 32 35e, c'est l'équivalent de 91,4% pour un 90%. Donc les taux par quotité sont indiqués dans le tableau que vous voyez ci-dessous. Donc pour un temps de travail à 50%, donc le traitement, les régimes indemnitaires et autres, c'est pris à 50%. Pour un temps de travail à 60%, 60%. Pour un temps de travail à 70%, 70%. Pour un temps de travail à 80%, c'est 6/7. Et pour un 90%, c'est 32/35. Alors, concernant les plafonds des heures supplémentaires pour le travail à temps partiel, donc le plafond mensuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué par un agent de droit public exerçant ses fonctions à temps partiel est fixé comme suit, donc on le voit dans le tableau. Donc pour un 50%, le plafond mensuel d'heures supplémentaires est de 12 heures, pour un 60%, 15 heures, pour un 70%, 17 heures, pour un 80%, 20 heures, et pour un 90%, 22 heures. Donc pour la suite, je laisse la main à Fred qui va intervenir sur le temps partiel et les RTT. Merci Mouna. Donc Frédéric Morlot, délégué syndical à FSU Occitanie. Donc je vais prendre le relais sur 3 thématiques, enfin 2, c'est-à-dire les RTT, les temps de trajet, et on va revoir un petit peu les tableaux EuroQuartz pour savoir être sûr du fonctionnement. Donc par rapport aux jours RTT, donc les jours RTT sont définis par année civile en fonction de votre quotité de temps de travail. Ils sont calculés par rapport à un 35 heures, sachant que si vous êtes à temps plein, vous faites 37h30, vous bénéficiez donc sur une année pleine et pour un temps plein de 15 jours RTT à déposer sur l'année. Et ensuite, en fonction de votre quotité de temps de travail, vous aurez un nombre de jours RTT qui sera fonction, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 90%, ça sera 13 jours et demi sur l'année, 80%, 12 jours, et ainsi de suite, pour arriver à 7 jours et demi si vous êtes à 50%. Dans la mesure où là on parle d'agent public, effectivement, il n'y aura pas d'entrée en cours d'année, donc vous avez les 15 jours à partir du 1er janvier et à utiliser sur l'année civile, c'est-à-dire au plus tard au 31 décembre de l'année en cours. On va maintenant regarder le EuroQuartz, le tableau EuroQuartz, pour reprendre un petit peu les différents aspects qu'il y a sur ce tableau. Alors, je pense que vous le maîtrisez, mais parfois, il y a quelques petites subtilités ou à connaître ou qui, des fois, sortent de la tête. Alors, tout en haut, vous allez avoir en premier, donc on est sur la semaine considérée. Bon, là, on est sur la semaine 1 de janvier. Tout en haut, vous allez avoir votre profil, c'est-à-dire votre temps de travail quotidien. Ensuite, en dessous, vous allez avoir les badgeages que vous aurez fait sur la journée. Il faut, pour qu'il n'y ait pas d'anomalie, que ces badgeages soient un nombre pair. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais vous commettez une erreur ou qu'il y a un double badgeage à un moment et que vous vous retrouviez avec 5 badgeages sur la journée, ben, il suffit que vous rebadgiez directement en entrée ou en sortie après l'erreur que vous avez pu faire. Le tout est d'avoir ou 4 ou 6 badgeages pour qu'il n'y ait pas d'anomalie sur votre EuroQuartz et à gérer par la suite. Au niveau des absences, dessous, sous les badgeages validés, là, vous verrez les différentes absences que vous auriez éventuellement pu poser. Là, on voit jour férié parce que le premier était un jour férié, mais par contre, si vous avez posé différentes absences telles que les RTT, des congés ou autres, vous les verrez sur ce bandeau-là. En dessous, vous allez avoir le temps de travail effectif par jour.
c'est-à-dire que là, vous allez avoir le temps de travail que vous avez réalisé pour chaque journée considérée. Par exemple, là, pour le mardi 2, le ou la collègue a fait 7h39 de travail, 7h42 le mercredi suivant, ainsi de suite. Ce qui permet donc en dessous, alors plus bas, de voir ce que vous auriez pu créditer ou ne pas créditer comme temps de travail sur la journée. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend le mardi 2 où la personne a fait 7h39 de travail, la journée pleine étant valorisée entre guillemets à 7h30, sur cette journée-là, vous voyez CD du jour, la personne aura validé 9 minutes de travail. Le lendemain, elle aura accumulé 12 minutes supplémentaires. Par contre, le jeudi, elle est partie un petit peu plus tôt ou elle est arrivée un petit peu plus tard. Tout ça par rapport aux plages variables. Donc là, elle a travaillé 26 minutes en moins que les 7h30 de la journée. Et ensuite, le vendredi 5, la personne a travaillé 1h08 en moins que les 7h30, puisque ça, c'est permis par les plages variables que l'on a en début de journée, en milieu de journée et en fin de journée. Pour rappel, les plages fixes de travail sont du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, et le vendredi, c'est de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h. Donc ça, c'est les horaires de travail sur lesquels vous devez être quelque part obligatoirement présent. Sur les plages variables, vous pouvez ne pas être présent, à moins que vous soyez en champ contraint. Tout ceci a une importance, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez créditer des heures de travail, on va dire supplémentaires sur la semaine, il ne faudra pas dépasser 3h45 au-delà des 7h30. Alors, il ne faudra pas, vous pouvez toujours le faire. Ce qu'il y a, c'est que le paramétrage de l'outil est fait de telle sorte que si vous faites plus de 3h45 sur la semaine, au-delà des 37h30 pour un temps plein, vous allez perdre tout ce que vous aurez fait au-delà des 3h45. Ça ne sera pas reporté sur la semaine suivante. C'est le même type de fonctionnement par rapport au cumul possible jusqu'à 15 heures. Alors là, qui sont cumulables, on va dire, par mois. C'est-à-dire que quand vous allez créditer toutes les heures supplémentaires, entre guillemets, d'horaires variables que vous aurez fait, il faut que vous les preniez, que vous en récupériez avant d'arriver à ces 15 heures. Sinon, pareil, vous allez avoir des heures écrêtées, c'est-à-dire que toutes les heures que vous pourriez cumuler au-delà des 15 heures déjà cumulées seront perdues pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce temps de travail, sur ce compteur crédit débit, il sera possible de le récupérer à la journée. On le verra sur une slide suivante. Ensuite, autre chose qui est importante, souvent malheureusement que les agents oublient de faire ou des fois ne le font pas dans les temps, c'est le temps de trajet inhabituel. C'est-à-dire que dans HoroQuartz est incrémenté un temps de trajet qu'on appelle habituel, c'est-à-dire le temps de trajet qu'il y a entre votre domicile et votre lieu de travail. C'est incrémenté dans HoroQuartz dans une case temps de trajet en fonction de la distance et du temps que vous mettez pour faire le trajet domicile-lieu de travail. Par contre, quand vous partez sur une convocation établissement, que ce soit de la formation, que ce soit une réunion quelconque qui n'est pas votre trajet habituel. Là, vous allez pouvoir générer de ce qu'on appelle du temps de trajet inhabituel, qui est formalisé sous HoroQuartz par le symbole WDI. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais dire, vous déplacez de Toulouse à Castres, par exemple, qui n'est pas votre trajet habituel. Vous allez incrémenter un temps de trajet lié à la réalité du trajet aller et retour. L'outil va retrancher automatiquement ce qui est votre temps de trajet habituel et ceci va pouvoir s'incrémenter dans un compteur que l'on va voir sur la slide suivante, qui va vous permettre de récupérer ces temps de trajet. Alors, les temps de trajet, comment ils peuvent se récupérer ? Déjà, il y a une chose qui a changé par rapport à il y a 2-3 ans de ça, c'est qu'avant, les temps de trajet fonctionnaient sur l'année civile. Maintenant, ils sont ce qu'on appelle sur des mois glissants.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité de récupérer les temps de trajet inhabituels que vous auriez générés jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, vous les perdez. C'est pour ça que vous allez voir sur ce compteur, vous voyez en premier à gauche en haut, cumul délai de route. Ça, c'est ce que vous avez pu cumuler pendant un laps de temps, en tout cas pendant les 6 mois, les 6 derniers mois, tous les trajets que vous avez pu faire qui ne dépendaient pas de vos trajets quotidiens. On voit ensuite qu'on a un délai de route au mois -1 de 28, au mois -2, au mois -3. Ça, c'est une personne qui a généré ces délais de route. On peut remonter jusqu'au 6e mois. C'est-à-dire que si, par contre, vous ne récupérez pas vos temps de trajet au plus tard 6 mois après le premier fait générateur, vous allez les perdre. Là, on voit bien temps de trajet habituel au milieu qu'on voit les 26 minutes. Donc ça, c'est quelqu'un qui a 26 minutes de temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail. Et tout le reste, donc, il faudra que vous le récupériez. Alors, je vous dis, pendant les 6 mois maximum. À savoir que si, par exemple, vous avez du temps de trajet généré il y a 6 mois, et si vous posez une journée pour récupérer, alors il vous faut au moins 7h30, le logiciel va automatiquement aller chercher les temps de trajet les plus éloignés. Il va d'abord taper dans les M-6, ensuite dans les M-5, et ainsi de suite. Le temps de trajet peut se récupérer soit à la demi-journée, soit à la journée si vous voulez récupérer un jour. Vous pouvez aussi le redéposer sur uniquement des journées de travail à raison d'une heure, d'une demi-heure ou d'une heure et demie. Pourquoi? Admettons qu'il y a une journée sur laquelle vous n'avez fait que 6h30 de travail, on va dire. Et en temps de trajet, vous n'avez que 1h30 de temps de trajet et vous n'en avez pas plus. De fait, vous ne pourrez pas récupérer une demi-journée. Par contre, ces 1h30 de trajet, plutôt que de les perdre, vous allez pouvoir les déposer sur une journée de travail que vous avez déjà faite, qui était par exemple, vous n'avez fait que 6 heures, vous allez réincrémenter 1h30 de temps de trajet sur cette journée, ça valorisera votre journée à 7h30. Donc là, on parlait des temps de trajet. Pour revenir sur le compteur crédit-débit, le fameux compteur CD, c'est-à-dire donc les horaires de travail que vous aurez fait au-delà des 3h45 hebdomadaires ou jusqu'à 15h mensuellement, ça, vous pouvez le récupérer également. Alors, vous pouvez le récupérer soit à la demi-journée, soit à la journée, dans la limite de 10 jours par an avec le code RHDC ou de 20 demi-journées par an avec le code RHDC également, ou en heure. Vous pouvez aussi récupérer ces 10 jours équivalent à 75 heures de travail. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez récupérer quelques heures sur une journée sans forcément déposer une demi-journée complète ou une journée intégrale. Et enfin, on a la slide 14, voilà, qui retourne en fait. Alors sur la notion de RTT, pour le coup, là on revient sur les RTT. Donc ça, c'est en lien avec l'accord OATT que nous avons en région, puisque nous avons un accord OATT spécifique à la région. Il y a un accord national, mais il y en a un qui est spécifique à notre région. Et en fait, il y a des délais de prévenance en fonction du nombre de jours de RTT que vous allez souhaiter déposer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez déposer plus de 5 jours consécutifs de RTT, il va falloir que vous preniez un mois de prévenance. Et quand on dit déposer, c'est un dépôt. La demande se fait sous Euroquartz. Il faut prévenir votre LD un mois à l'avance. Si vous posez de 2 à 4 jours ouvrés, il ne suffit de le demander que 8 jours calendaires avant la date souhaitée. Et enfin, un jour isolé, ce n'est que 48 heures de prévenance à votre LD ou à votre REA, à savoir aussi que normalement, et c'est dans l'accord OATT, le délai de réponse normalement est de 3 jours. Au-delà de 3 jours, votre demande est réputée acquise. Après, l'intelligence de la situation et la discussion SORA peuvent faire beaucoup de choses. Voilà pour cet aspect-là. Donc, je vais maintenant passer la main à Franck, qui va vous parler notamment des congés. Merci Fred pour cette présentation. Donc, je vais désormais m'enchaîner sur les congés relatifs au droit public. Donc, concernant les congés de droit public, la spécificité des agents de droit public, c'est qu'ils ont des congés acquis au 1er janvier de l'année et qui doivent
les déposer et les consommer au 31-12 de l'année. Donc les agents de droit public disposent de plusieurs types de congés. Les congés annuels, qui sont codifiés sous Euroquart en Ségan, qui sont de l'ordre de 25 jours par an pour un agent à temps plein et qui sont proratisés en fonction du temps partiel, ce qui est un petit peu différent des agents de droit privé qui ont des spécificités avec la totalité des jours de congé. Ils disposent également de jours de fractionnement à hauteur de 2 jours qui peuvent être déclenchés selon des périodes durant lesquelles ils déposent leur congé pour pouvoir faire déclencher 1 à 2 jours de fractionnement. Entre 5 et 7 jours, vous déclenchez durant les périodes 1 jour de fractionnement et à 8 jours et au-delà, c'est 2 jours de fractionnement. Les RTT sont acquis au 1er janvier de l'année également. Ils doivent être déposés au plus tard au 31-12 de l'année. Ils sont de l'ordre de 15 jours par an pour un agent à temps plein. Les jours mobiles sont soit à la main de l'agent, soit déposés en fonction des congés. Ils sont au nombre de 5, quelle que soit la quantité de temps de travail. Et cette année particulièrement, en 2025, nous n'en disposerons pas d'un seul à la main des agents puisqu'ils sont octroyés pour 5 ponts durant l'année. Et la fameuse journée de solidarité qui est obligatoire à déposer au plus tard en novembre de la fin de l'année, soit sous forme de JRTT, soit sous forme d'heures. Sur les congés, donc bien évidemment, on vous rappelle, comme on l'a fait précédemment, pas de dépôt de congés sur des tableurs de type Excel ou autres. Les demandes de congés doivent impérativement être déposées sous Euroquart et doivent être acceptées ou refusées, par ce même outil, ce qui permet d'avoir une opposabilité s'il y avait une problématique sur les congés. Là, vous voyez un compteur Euroquart relatif au congé d'un agent de droit public. Donc, on voit dans les compteurs prévisionnels ici ce qu'il reste en fait, ou ce qu'il restera plus ou moins, en termes de solde de congé, 15, le solde du fractionnement à venir à prendre qui est l'ordre de 1, le solde de RTT qui est de 15, et le solde de JMOB qui est à 0, donc cette année 2025, puisque 5 jours de pont sont pris par cet intermédiaire. En dessous, on voit le compteur avec les droits acquis. Il s'agit d'un agent à temps plein. Donc, comme on l'a dit précédemment, droit au CA à 25 jours, droit au fractionnement 0 à l'instant T, puisque le jour de fractionnement sera déclenché une fois que les jours de congés payés seront consommés. Les jours de RTT, 15 jours. Les jours de mobile, 5 jours pris par des ponts cette année. Et puis, on va voir aussi le solde du CET de l'agent public, sachant que le CET pour le droit public, et on est sur la slide suivante, est un petit peu différent aussi de celui du droit privé. Donc déjà, il est limité à 60 jours maximum, avec une petite particularité durant l'année 2024 où il a pu monter à 70 jours. Donc 70 jours étant le nombre de jours maximum qui peuvent être déposés au titre du CET. Ce CET peut être déposé sous forme de congé annuel à hauteur de 5 jours. Ils peuvent être également utilisés avec les jours de fractionnement et les jours de RTT dans leur totalité. Il y a des manipulations spécifiques à faire sur l'alimentation qui se fait à un instant T l'alimentation du CET se fait entre le 1er novembre et le 31 décembre. Et par contre, des manipulations supplémentaires sont à faire sur l'année N+1 pour indiquer que l'on souhaite capitaliser ou ne pas capitaliser ou vendre ces jours placés sur le CET. La fameuse journée de solidarité. Donc, elle est mise en œuvre depuis un certain nombre d'années et là, normalement, a été mise en œuvre pour l'aide à la dépendance et aux personnes âgées. Donc, elle est obligatoire. Pour un temps plein, elle représente 7 heures et selon la quantité de temps de travail. Donc, vous allez avoir soit une possibilité de le déposer en RTT, ce qui fait que vous déposerez un jour de RTT sous forme d'heure, ça fera 7h30, mais vous aurez une restitution de 30 minutes. Si c'est pour un 90%, vous aurez une restitution d'1h12, 1h54 pour un 80% et 4 heures pour un 50%. Code Euroquart a utilisé le JSOR. Donc, on peut aussi le déposer par rapport au débit crédit. Donc là, directement, on dépose le nombre d'heures. Le code est différent puisqu'il s'appelle JSOD. Et en début d'année, vous voyez, et c'est le fait sur votre compteur, il y a toujours un jour de RTT qui est automatiquement retiré. À vous de régulariser au cours de l'année et au plus tard au 31-12, ce qui est de l'ordre du dépôt sous forme de crédit débiteur ou de JRTT.
Sur le fractionnement, donc ce qu'on a vu précédemment, effectivement, l'agent de droit public peut prétendre à bénéficier de 2 jours maximum de fractionnement par année civile, qui sont eux aussi à déposer dans l'année civile, donc au plus tard au 31 décembre, ce qui peut poser un certain nombre de problématiques, puisque des fois ils sont acquis en fin d'année et ne sont pas reportables. On arrive à obtenir des souplesses de la part de la direction générale sur l'ordre de 1 à 2 semaines maximum sur l'année N+1. Les jours de fractionnement sont octroyés, donc on peut bénéficier d'un jour de fractionnement si on dépose 5 à 7 jours durant une période précise, et on peut bénéficier à partir de 8 jours déposés de 2 jours de fractionnement. Donc l'explication du dépôt de jours, excusez-moi, on était passé au bulletin de salaire, je reviens sur le fractionnement, excusez-moi, il y a eu un petit loupé, c'est juste vous indiquer que les périodes durant lesquelles vous déposez les congés annuels et qui ouvrent droit au fractionnement sont comprises entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année, et le 1er novembre et le 31 décembre de l'année considérée. Voilà, on a fait le tour sur la partie qui me concernait. Je vais désormais passer la main à Alexandra qui va attaquer sur le bulletin de salaire proprement dit. Merci Franck, du coup, pour ta passation de parole. Donc, je vais aborder le bulletin de salaire. Alors, ce n'est pas le truc le plus simple à expliquer. On va essayer de le faire de façon assez courte et synthétique. Donc, votre bulletin de salaire, vous avez vu que depuis du coup, le début de l'année, il a un petit peu évolué. C'est le changement avec le nouveau logiciel Osiris. Voilà. Alors, on va pas s'arrêter sur la petite incongruité qui dit que du coup, les agents publics sont quand même sous convention collective, mais statut public. Voilà. On va aussi passer à côté du fait que sur votre bulletin de salaire, il n'y a pas la mention de la valeur du point d'indice, qui nous apparaît pour nous, FSU, un petit peu là aussi surprenant quand même, parce que c'est un élément du salaire qui est important à avoir. Donc, pour votre information, si vous ne le savez pas, la valeur du point d'indice au 1er janvier 2025 est de 4,92 € et je vous passe toutes les décimales qu'il y a derrière. Voilà. Donc, sur votre bulletin de salaire, vous allez retrouver du coup forcément votre matricule, l'établissement auquel vous êtes rattaché et du coup des informations administratives liées du coup à votre filière, à votre emploi, à la catégorie sur laquelle vous êtes positionné, ainsi que le niveau, l'échelon et votre indice. C'est ce qui permet l'indice de calculer avec du coup la quotité horaire votre salaire. Donc, vous avez après sur le pavé du coup de droite la quotité horaire à laquelle vous êtes. Vous avez vu que depuis le début de l'année, sur votre bulletin de salaire, vous avez désormais le récapitulatif mensuel de vos jours de présence et potentiellement d'absence. Voilà. Donc ensuite, maintenant, votre bulletin de salaire, donc, il se décompose avec votre traitement de base, plus après les différents éléments de salaire. Donc le traitement de base, c'est la valeur de votre point d'indice multipliée par la quotité horaire. Il ne vous aura pas échappé que le gouvernement, à la fois Barnier et maintenu par Bayrou, a décidé de geler le point d'indice. Donc, ne cherchez pas à avoir une éventuelle augmentation de salaire prochainement. A priori, tant qu'il n'y aura pas de mobilisation ou de changement de cap de notre gouvernement, on va rester sur un traitement de base qui risque de ne pas bouger. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les primes variables individuelles. Donc, c'est par rapport, du coup, à ce que vous pouvez toucher mensuellement en fonction de votre présence. Et ensuite, vous avez les PVI semestriels qui sont, du coup, donnés en fonction de votre, entre guillemets, manière de servir, où vous avez les fameuses lettres qui vous sont remises, du coup, par l'établissement. Ce mois-ci, au mois de mars, vous aurez, du coup, une ligne supplémentaire qui est le versement du CCV, donc le complément collectif variable. La semaine dernière, la FSU Emploi vous a envoyé du coup les montants pour une personne du coup qui travaille à temps complet. Donc, ça apparaîtra sur votre bulletin de salaire. Cette année, par contre, comme l'an dernier, vous ne verrez pas apparaître sur votre bulletin de salaire l'AJPA, qui était une garantie individuelle de pouvoir d'achat, puisque le gouvernement, du coup, là aussi, pour des raisons budgétaires, l'a supprimé. Voilà, donc ça, c'est les éléments liés à votre rémunération. Ensuite, vous avez tout un pavé qui est relatif, du coup, à la santé, la protection sociale. Donc, c'est les cotisations pour la mutuelle et la prévoyance, en plus des cotisations versées pour la sécurité sociale. Là-dessus, on tient à vous mettre une alerte. Si vous ne l'avez déjà entendu ou vu passer dans les communications, vous savez qu'à France Travail, nous avons un accord mutuel et prévoyance qui existe pour
tous les personnels, qu'on soit de droit privé ou agent de droit public, nous avons du coup les mêmes garanties, les mêmes prestations qui sont servies du coup pour ce domaine-là. Il se trouve que c'est chapeauté par un accord, ce qu'on a à l'époque dénoncé, qui était l'accord ANI de 2013, qui instaurait ces complémentaires santé. Il y avait d'autres petits trucs, comme les baisses de salaire qui étaient possibles ou augmenter le temps de travail. Et il était prévu aussi qu'il y ait un parallélisme des formes avec la fonction publique. Ces choses faites depuis 2022, et ça se met en application au fur et à mesure dans les différents ministères. Il se trouve que potentiellement, cela pourrait avoir un impact pour les agents publics de France Travail et avoir des conséquences du coup sur la couverture et les prestations dans le cadre de la santé et de la prévoyance. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on est uniquement sur une phase d'analyse des textes et d'échange avec la direction générale, mais aussi avec le Conseil d'État et le pouvoir législatif pour voir ce qu'il en serait. Mais en tout cas, on reviendra vers vous, je pense, d'ici quelques mois pour vous donner plus d'informations sur ces points-là qui sont primordiaux à l'aune de la négociation de nouvel accord mutuel prévoyance qui est prévu pour 2026. Voilà, donc ça semblait important de pouvoir vous en faire part. Ensuite, vous avez tout un onglet relatif aux retraites. Donc là aussi, les retraites, nous avons le régime de base de l'IRCANTEC et vous avez les régimes soit fermés, soit complémentaires et supplémentaires. Là aussi, une petite information, si vous ne le savez pas, vous avez donc le régime supplémentaire qui est dit le régime ouvert, où vous avez du coup des agents de droit privé qui étaient précédemment agents publics, qui ont toujours des droits ouverts, et puis vous encore, agents publics, qui êtes. Il se trouve que sur le précédent appel pour couvrir ce régime, il n'y a pas eu de répondant. Donc la direction générale, par la voix de Jean Basser, avait fait pression pour que le CNP reste du coup en gestion. Bon, on met une alerte parce qu'il peut y avoir du coup des impacts. Donc le prochain contrat ira jusqu'en 2028 et donc il faudra voir les incidences que ça peut avoir. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez tout ce qui est du coup les tickets restaurants. Alors là, vous avez la petite annotation sur comment on calcule les tickets restaurants. On va vous faire du coup prochainement un envoi sur une fiche pratique concernant le bulletin de salaire et vous aurez du coup le décompte précis des tickets restaurants et comment vous pouvez suivre du coup le nombre de tickets qui vous sont versés ou pas versés. D'où l'évolution aux iris où vous voyez le nombre de jours de présence, etc. C'est ce qui permet de calculer après, sans erreur a priori, le nombre de tickets restaurants. Voilà. Donc voilà à peu près comment est bâti le bulletin de salaire pour les agents publics. Et donc, à la fin, nous avons du coup forcément le montant net social. Attention, c'est la rémunération brute qui est versée par l'employeur, déduction faite des cotisations obligatoires. C'est ce revenu-là qui est à déclarer auprès de la CAF. C'est une notion, le net social, que toutes les organisations syndicales ont dénoncé parce que du coup, ça abaisse en fait les prestations qui sont délivrées par la CAF ensuite aux salariés de façon générale. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'impôt, si vous êtes imposable, qui est aussi versé, et le net tel qu'il est versé sur votre compte bancaire. Voilà pour le bulletin de salaire de façon vraiment très ramassée. Voilà. Il nous semblait important, du coup, après avoir un peu balayé ce qui est, je dirais, le statut, la vue de votre statut, les perspectives, parce que bien évidemment, vous le savez, vous êtes beaucoup plus informés que nous avons un vrai sujet sur la fonctionnalité des grilles. On l'avait déjà évoqué quand il y a eu le nouveau statut, si je puis dire, les évolutions statutaires. Elles se posent d'autant plus si elles n'ont pas changé. Nous avons du coup une problématique de tassement des grilles. Et donc, vous voyez là que nous avons près de 30% de l'effectif donc en début 2024 qui était déjà en fin de grille. Voilà. Et 36% se trouvaient dans les deux derniers, avant-derniers échelons. Donc, on voit bien que ce sujet-là qu'on avait déjà identifié précédemment sur l'évolution du statut se repose. Donc, il est urgentissime que la direction générale puisse avancer des solutions concrètes pour éviter d'avoir du coup une stagnation de l'évolution des agents publics
qui est en plus d'autant plus prégnante avec le gel du point d'indice et la suppression de l'AJPA par les gouvernements. Voilà. Donc, du coup, nous, la FSU Emploi, on a réitéré notre demande d'évolution des grilles. La direction générale, elle, fait aussi des propositions, du coup, qui ont été a priori proposées auprès du guichet unique. Donc, on voit que la direction fait une proposition de fusionner, en fait, les grilles de la carrière normale et de la carrière exceptionnelle pour, a priori, pouvoir déplafonner, c'est sa version à elle, hein, déplafonner les évolutions des agents publics et fait une proposition de pouvoir revaloriser à nouveau les grilles de 5 points pour permettre, du coup, le déplafonnement. Voilà. Notre proposition, nous, de refonte générale des grilles sans fusionner, a été jugée, du coup, cohérente par la direction générale. Hein. Donc, notre chiffrage est à 3,7 millions d'euros cotisés. Celui de la direction générale, il est de 2,6. Hein. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus, si on prend les propos de la direction, déraisonnable dans notre utilisation. On vous a mis à propos le budget qui était versé pour le cadre de la JPA, qui, vous voyez, si on fait 2,6 plus 1,4, on a même quelques petits euros supplémentaires qui permettraient de valoriser, du coup, les agents publics. Voilà. Donc, du coup, ce que je vous disais, qu'on va voir sur la slide suivante, c'est que la direction, donc, veut fusionner les carrières normales et exceptionnelles. Alors, pour nous, FSU, c'est une perspective qu'on peut avoir à la toute fin si on n'arrive pas à gagner autre chose. Parce que d'une, ça nous pose une problématique, c'est que les carrières normales et exceptionnelles, c'est quand même une des bases des grilles de la fonction publique. Donc, du coup, si on est cohérent, on ne peut pas, du coup, créer des grilles qui ne seraient pas en cohérence avec la fonction publique. Ou alors, du coup, ça remettrait en déséquilibre, du coup, le statut public des contractuels de France Travail. Deuxièmement, ça ne nous semble pas, nous, déjà résoudre la problématique, car on voit que déjà, on a 166 collègues qui auraient l'évolution bloquée. Donc, du coup, ça ne résout pas cette problématique. Et on voit qu'à nouveau, après une année d'exécution à peine, hein, si on était sur la proposition de la DG, on aurait 15 à 20% des agents publics qui seraient déjà en fin de grille. Donc, on voit bien que la proposition de la DG, c'est un effet marketing de com, là, pour vendre un petit peu de l'argent, hein, pour dire, mais on fait quelque chose pour les agents publics, c'est urgent, on a bien conscience, et la main sur le cœur, on s'en occupe. Mais on voit bien qu'au final, derrière, ça fait pchit, hein, c'est très ponctuel, c'est très éphémère et ça ne résout pas la problématique d'un déroulé de carrière. Donc, du coup, on maintient, nous, qu'il y a d'autres leviers. Donc, on va le voir après sur la slide. Nous, on pense qu'on peut, du coup, maintenir et faire différer. Donc, si on fait l'ajout des points d'indice, les 5 points, on peut peut-être, avec ce coût immédiat d'1 million d'euros, pouvoir travailler différemment les grilles indiciaires et pouvoir déplafonner les grilles normales pour pouvoir avoir, du coup, un peu plus de déroulé de carrière. Voilà. Alors, tout n'est pas à notre main, bien évidemment. La direction générale donc, a déposé un dossier auprès du guichet unique. Et donc, c'est en fonction de la réponse du guichet unique, hein, de la direction de la fonction publique, qu'on verra ce qui peut être fait ou pas, du coup, prochainement. Donc, là aussi, on n'a pas de visu calendaire du retour du guichet unique et de la direction générale. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier très clair là-dessus. Voilà. Un dernier point, quand même, qu'il faut peut-être mettre aussi en perspective, au-delà des grilles, c'est qu'il ne vous a pas échappé, si vous avez suivi l'actualité, que depuis le 1er mars, la rémunération des agents publics de France Travail est impactée par les choix budgétaires qui sont posés par le gouvernement Bayrou. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes en arrêt maladie, il y a donc un jour de carence qui est appliqué pour tout agent public. Et à partir du 2e jour, jusqu'au 3e mois inclus, vous aviez 100% de la rémunération assurée pendant votre maladie ordinaire. Or, depuis le 1er mars, la rémunération n'est plus de 100%, mais est de 90%. Nous avons demandé, du coup, jeudi dernier, lors d'une réunion nationale entre les délégués syndicaux centraux et la direction générale, si l'établissement pouvait faire quelque chose pour compenser cette perte, hein, parce que du coup, on est coupable d'être malade quand on est agent public. Et l'établissement, la direction générale, malheureusement, tristement, je ne sais pas comment le dire, ne peut, comme les jours de carence, déroger.
Donc, du coup, depuis le 1er mars, agent public, vous êtes coupable. Donc, du coup, vous perdrez de l'argent parce que vous êtes en maladie et parce que vous avez fait, a priori, le choix d'être malade. Voilà. Donc, ça, c'est le remerciement du gouvernement Bayrou pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public. Vous avez ici les grilles. Alors, ce n'est pas forcément très visible, les grilles et les propositions de la FSU. Ce n'est pas très visible là sur un écran. Pour autant, on vous les retravaillera et on vous les refera passer quand on en saura un peu plus sur ce que propose la direction générale. Et donc, on verra comment à nouveau on s'adresse à vous sur les prochaines échéances. Voilà. Je vais peut-être repasser la main à Franck pour aborder la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de votre présence et de la participation des différents intervenants. Nous avons pu balayer l'ensemble des éléments relatifs au droit public. Vous rappelez quelques éléments qui se présentent dans le calendrier. Donc, d'une part, ne pas oublier que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux et notamment une application que nous avons lancée dernièrement que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Nous avons de prévu une réunion d'information très prochainement également en visioconférence le 27 mars qui va annoncer des éléments en vue d'une grève programmée le 1er avril. Nous aurons également à revenir vers vous, vers d'autres réunions d'information, de visioconférence au cours de l'année. N'hésitez surtout pas aussi, puisque ça existe encore, à saisir vos élus en CCPLU, puisque vos droits individuels peuvent être toujours défendus, relatifs au temps partiel, relatifs au télétravail, des éléments de cet ordre-là. N'hésitez surtout pas à saisir vos élus FSU Emploi Occitanie. Voilà, toujours à votre disposition. Nous sommes disponibles, quels que soient les moyens, téléphone, mail ou autre. Je laisse aussi également mes camarades Alexandra, Frédéric et Mouna vous dire une bonne fin de journée. Merci à vous de votre participation. Et puis, à bientôt pour suivre les actualités du statut public. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, d'avoir pris toutes les informations et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.